portant sur son dos les petits-enfants du juge, les roulant sur le gazon et faisant mine de les dévorer de ses 2 rangées de dents étincelantes. Les petits l'adoraient, tout en le craignant un peu, car Buck exerçait sur eux une surveillance sévère et ne permettait aucun écart à la règle. D'ailleurs, il n'était pas seul à le redouter. Le sentiment de sa propre importance et le respect universel qui l'entourait, investissant le bel animal d'une dignité vraiment royale. Depuis 4 ans, Buck menait l'existence d'un aristocrate blasé, parfaitement satisfait de soi-même et des autres, peut-être légèrement enclin à l'égoïsme, ainsi que le sont trop souvent les grands de ce monde. Mais son activité incessante, la chasse, la pêche, le sport, et surtout sa passion héréditaire pour l'eau fraîche, le gardaient de tout alourdissement et de la moindre déchéance physique. Il était, en vérité, le plus admirable spécimen de sa race qu'on pût voir. Sa vaste poitrine, ses flancs évidés sous l'épaisse et soyeuse fourrure, ses pattes droites et formidables, son large front étoilé de blanc, son regard franc, calme et attentif, le faisaient admirer de tous. Telle est-elle la situation du chien Buck lorsque la découverte des mines d'or du Klondike attira vers le nord des milliers d'aventuriers. Tout manquait dans ces régions neuves et désolées. Et pour assurer la subsistance et la vie même des émigrants, on dut avoir recours aux traîneaux attelés de chiens, seuls animaux de trait capables de supporter une température arctique. Buck semblait créé pour jouer un rôle dans les solitudes glacées de l'Alaska. Et c'est précisément ce qui advint grâce à la trahison d'un aide jardinier. Le misérable Manuel avait pour la loterie chinoise une passion effrénée, et ses gages étant à peine suffisants pour assurer l'existence de sa femme et de ses enfants, il ne recula pas devant un crime pour se procurer les moyens de satisfaire son vice. Un soir que le juge présidait une réunion et que ses fils étaient absorbés par le règlement d'un nouveau club athlétique, le traître Manuel appelle doucement Buck, qui le suit sans défiance, convaincu qu'il s'agit d'une simple promenade à la brume. Tous deux traversent sans encombre la propriété, gagnent la grande route et arrivent tranquillement à la petite gare de College Park. Là, un homme inconnu place dans la main de Manuel quelques pièces d'or, tout en lui reprochant d'amener l'animal en liberté. Aussitôt, Manuel jette au cou de Buck une corde assez forte pour l'étrangler en cas de résistance. Buck supporte cet affront avec calme et dignité. Bien que ce procédé inusité le surprenne, il a par habitude confiance en tous les gens de la maison et sait que les hommes possèdent une sagesse supérieure même à la sienne. Toutefois, quand l'étranger fait mine de prendre la corde, Buck manifeste par un profond grondement le déplaisir qu'il éprouve. Aussitôt la corde se resserre, lui meurtrissant cruellement la gorge et lui coupant la respiration. Indigné, Buck se jette sur l'homme. Alors celui-ci donne un tour de poignet vigoureux. La corde se resserre encore. Furieux, surpris, la langue pendante, la poitrine convulsée, Buck se tord, impuissant, ressentant plus vivement l'outrage inattendu que l'atroce douleur physique. Ses beaux yeux se couvrent d'un nuage, deviennent vitreux, et c'est à demi-mort qu'il est brutalement jeté dans un fourgon à bagages par les 2 complices. Quand Buck revint à lui, tremblant de douleur et de rage, il comprit qu'il était emporté par un train, car ses fréquentes excursions avec le juge lui avaient appris à connaître ce mode de locomotion. Ses yeux, en s'ouvrant, exprimèrent la colère et l'indignation d'un monarque trahi. Soudain, il aperçoit à ses côtés l'homme auquel Manuel l'a livré. Bondir sur lui, ivre de rage, est l'affaire d'un instant. Mais déjà, la corde se resserre et l'étrangle. Pas si tôt pourtant que les mâchoires puissantes du molosse n'aient eu le temps de se refermer sur la main brutale, la broyant jusqu'à l'os. Un homme d'équipe accourt au bruit. « Cette brute a des attaques d'épilepsie !» fait le voleur, dissimulant sa main ensanglantée sous sa veste. « On l'emmène à San Francisco, histoire de le faire traiter par un fameux vétérinaire. Ça vaut de l'argent, un animal comme ça. Son maître y tient. » L'homme d'équipe se retire, satisfait de l'explication. Mais quand on arrive à San Francisco, les habits du voleur sont en lambeaux
son pantalon pend déchiré à partir du genou, et le mouchoir qui enveloppe sa main est teint d'une pourpre sombre. Le voyage, évidemment, a été mouvementé. Il traîne Buck à demi-mort jusqu'à une taverne louche du bord de l'eau, et là, tout en examinant ses blessures, il ouvre son cœur au cabaretier. « Sacré animal! En voilà un enragé !» grommelle-t-il en avalant une copieuse rasade de gin. « $50 pour cette besogne-là. Par ma foi, je ne recommencerai pas pour 1000. »« 50 ?» fait le patron. « Et combien l'autre a-t-il touché ?»« Il n'a jamais voulu lâcher cette sale bête pour moins de 100, grogne l'homme. « 150 ? Pardieu. Il les vaut, ou je ne suis qu'un imbécile, fait le patron, examinant le chien. Mais le voleur a défait le bandage grossier qui entoure sa main blessée. « Du diable si je n'attrape pas la rage !» exclame-t-il avec colère. « Pas de danger, c'est la potence qui t'attend, » ricane le patron. « Dis donc, il serait peut-être temps de lui enlever son collier. » Étourdi, souffrant cruellement de sa gorge et de sa langue meurtrie, à moitié étranglé, Buck voulut faire face à ses tourmenteurs. Mais la corde eut raison de ses résistances. On réussit enfin à limer le lourd collier de cuivre marqué au nom du juge. Alors, les deux hommes lui retirèrent la corde et le jetèrent dans une caisse renforcée de barreaux de fer. Il y passa une triste nuit, ressassant ses douleurs et ses outrages. Il ne comprenait rien à tout cela. Que lui voulaient ces hommes? Pourquoi le maltraitaient-ils ainsi? Au moindre bruit, il dressait les oreilles, croyant voir paraître le juge ou tout au moins un de ses fils. Mais lorsqu'il apercevait la face avinée du cabaretier ou les yeux louches de son compagnon de route, le cri joyeux qui tremblait dans sa gorge se changeait en un grognement profond et sauvage. Enfin, tout se tut. À l'aube, 4 individus de mauvaise mine vinrent prendre la caisse qui contenait Buck et la placèrent sur un fourgon. L'animal commença par aboyer avec fureur contre ses nouveaux venus. Mais s'apercevant bientôt qu'il se riait de sa rage impuissante, il alla se coucher dans un coin de sa cage et y demeura farouche, immobile et silencieux. Le voyage fut long. Transbordé d'une gare à une autre, passant d'un train de marchandises à un express, Buck traversa à toute vapeur une grande étendue de pays. Le trajet dura 48 heures. De tout ce temps, il n'avait ni bu, ni mangé. Comme il ne répondait que par un grognement sourd aux avances des employés du train, ceux-ci se vengèrent en le privant de nourriture. La faim ne le tourmentait pas autant que la soif cruelle qui desséchait sa gorge, enflammée par la pression de la corde. La fureur grondait en son cœur et ajoutait à la fièvre ardente qui le consumait. Et la douceur de sa vie passée rendait plus douloureuse sa condition présente. Buck, réfléchissant en son âme de chien à tout ce qui lui était arrivé en ces 2 jours pleins de surprises et d'horreurs, sentait croître son indignation et sa colère, augmentées par la sensation inaccoutumée de la faim qui lui tenaillait les entrailles. Malheur au premier qui passerait à sa portée en ce moment. Le juge lui-même aurait eu peine à reconnaître en cet animal farouche le débonnaire compagnon de ses journées paisibles. Quant aux employés du train, ils poussèrent un soupir de soulagement en débarquant à Seattle la caisse contenant la bête fauve. 4 hommes l'ayant soulevée avec précaution la transportèrent dans une cour étroite et noire, entourée de hautes murailles, et dans laquelle se tenait un homme court et trapu, la pipe aux dents, le buste pris dans un maillot de laine rouge aux manches roulées au-dessus du coude. Devinant en cet homme un nouvel ennemi, Buck, le regard rouge, le poil hérissé, les crocs visibles sous la lèvre retroussée, se rua contre les barreaux de sa cage avec un véritable hurlement. L'homme eut un mauvais sourire. Il posa sa pipe et, s'étant muni d'une hache et d'un énorme gourdin, il se rapprocha d'un pas délibéré. « Dis donc, tu vas pas le sortir, je pense !» s'écria un des porteurs en reculant. « Tu crois ça? Attends un peu, » fit l'homme, insérant d'un coup sa hache entre les planches de la caisse. Les assistants se hâtèrent de se retirer et reparurent au bout de peu d'instants,
perché sur le mur de la cour. Para seguir escuchando este audiolibro gratuitamente, haz clic en el enlace de la descripción y podrás escucharlo completo sin coste gracias a la prueba de 30 días de Audible.